22 victoires, 3 nuls et aucune défaite pour le PSV. 21 victoires, 4 nuls et aucune défaite non plus pour Leverkusen. Ce sont les invincibles, les deux seules équipes encore invaincues en championnat cette saison dans les 8 premières ligues européennes. Franchement, j'ai pas regardé, je sais pas si c'est déjà arrivé à ce stade de la saison, deux équipes comme ça qui sont toujours invaincues, mais en tout cas, je voulais en parler un peu à travers une vidéo, c'est important. Donc on va aborder les statistiques des équipes dans leur championnat, voir un peu les forces et les faiblesses, comme on le fait souvent. Et puis, je vais essayer de vous présenter environ 5 joueurs par équipe à travers leur profil statistique. Ça va être bien sympa. Et on va commencer tout de suite par le Bayer Leverkusen, avec le radar de l'équipe par rapport aux performances moyennes des équipes en Bundesliga, des adversaires. Vous le voyez, ils sont au-dessus dans tous les domaines, sauf les centres en hauteur et le nombre de longs ballons. Mais ça, c'est surtout une question de style de jeu, finalement. Sinon, but, tir, c'est top. Et pour information, field tilt, c'est la possession dans les 30 mètres adverses. Donc voilà, ça on le sait, c'est vraiment une équipe très dominante. Un des très gros points notables, c'est le peu de buts encaissés cette saison. 16 seulement, personne ne fait mieux en Bundesliga. Et surtout, il n'y a que l'Inter qui fait mieux dans les 5 grands championnats. Ici, on le voit, il n'y a que 4 matchs où ils encaissent 2 buts, 8 où ils en encaissent un seul, et 13 clean sheets. Donc cette solidité est présente et elle est aussi bien aidé par leur gardien, qui d'ailleurs ressort dans les meilleurs sur sa ligne cette saison. Quand on va voir les statistiques avancées par rapport aux autres équipes du championnat, ils sont deuxième en occasion de but, quatrième au niveau de la qualité moyenne des occasions. C'est moins dangereux en revanche sur les coups de pied arrêtés, 11e, et sur les contre-attaques, 9 équipes se créent plus de situations en contre. Au niveau du style d'attaque, on est clairement sur du centre en retrait et des passes en profondeur derrière les dernières lignes défensives adverses, et notamment grâce à la vision de Florian Wirtz, on en parlera tout à l'heure. Moins présent, comme on le disait au niveau des centres en hauteur, et pour la liberté offensive, c'est la deuxième équipe qui tente le plus de dribbles, donc de ce côté-là, voilà, c'est quelque chose de permis et d'accepté. Pour la construction du jeu, c'est l'équipe qui fait le plus de passes et de 1-2 dans le championnat, donc ça combine beaucoup. Et puis, on le disait, mais voilà, il n'y a pas énormément de jeux longs, même côté gardien, du coup, on essaye de jouer assez court. Et là, on a le pourcentage de passes vers l'avant dans le camp adverse. Et bon, ils sont 17e, mais c'est souvent normal pour des équipes qui dominent beaucoup le ballon, parce que voilà, faut trouver des espaces face à des blocs regroupés. Et puis aussi parce que ça joue beaucoup sur les ailes, sur Frimpong et Grimaldo notamment, qui vont venir justement faire ces centres en retrait dont on parlait. Au niveau du pressing en général, c'est pas nécessairement l'équipe qui va le plus gêner la construction adverse. Ici, PPDA, c'est le nombre de passes que l'adversaire a le temps de faire dans son propre camp avant que Leverkusen ne tente de récupérer le ballon. Ils sont 6e, l'adversaire peut faire en moyenne 12-13 passes. Et pour le BDP, c'est le pourcentage de passes en moins que l'adversaire réussit contre toi par rapport à son habitude. Donc ici, c'est 0,80% de passes réussies en moins contre Leverkusen. Et pour info, pour vous donner une idée, les premiers, ce sont Bochum. Il y a 9% de passes en moins contre eux. Mais en revanche, au niveau du contre-pressing, du pressing à la perte dans les 6 secondes, Leverkusen est premier du championnat, mais ils sont aussi premiers sur le pourcentage de contre-pressing réussi, qui se termine par une récupération. Voilà. Sur ça, c'est l'excellence, c'est le top niveau. Sur la solidité défensive au global, l'équipe concède peu d'occasions au global en général, et peu d'occasions en contre également. Même chose sur les coups de pied arrêtés défensifs pour le coup. Tout à l'heure, on disait qu'ils étaient pas tant dangereux sur les CPA offensifs, mais par contre, ça les défend bien. Et donc oui, peu d'occasions concédées, mais on le voit ici, quand ils en concèdent, ce sont en général des situations d'assez haute qualité pour l'adversaire, d'où l'importance de leur gardien. Je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais que c'était un des meilleurs shot-stoppers en Europe. On va passer aux présentations individuelles, et pour ça, ce sera pas juste les stats en championnat, mais sur la saison globale avec le club, voilà, pour avoir plus de volume de minutes jouées pour la pertinence. C'était un peu casse-tête de retenir que 5 joueurs dans une telle équipe avec autant de talent, forcément. Mais bon, je me suis dit que j'allais mettre en avant en priorité le cœur de Leverkusen. Donc le trio du milieu et les 2 pistons qui finalement à eux 5 font un travail vraiment remarquable. Et le plus remarquable d'entre eux, peut-être le joyau, le joueur générationnel, c'est Florian Wirtz. 10 buts et 17 passes décisives à 20 ans.
c'est le joueur de l'équipe qui est le plus impliqué, enfin, qui est impliqué directement dans le plus de buts cette saison. Et vous voyez ici son profil statistique par rapport aux joueurs, aux autres milieux de terrain. C'est le fruit de mon travail, comme vous le savez. Par exemple, ici, élite en occasion de but, ça veut dire qu'il est dans le top 20% à son poste dans le domaine. Bon, en l'occurrence ici, même dans le top 10%. Au-delà des duels défensifs, c'est un peu le joueur du siècle. Enfin, je sais pas si on se rend compte du niveau de jeu à cet âge et de à quel point il sait tout faire, marquer, passer, dribbler. Franchement, non, c'est phénoménal. Derrière lui, Ezequiel Palacios, excellent passeur, comme on le voit. Lui et Xhaka, ce sont vraiment les tours de contrôle au milieu. Donc voilà, il est bon dans les duels au sol, aérien, et aussi dans la lecture des passes adverses pour les couper. À côté de lui, Xhaka, comme on le disait, pour faire la doublette, même si avec les blessures et plusieurs raisons, ils n'ont pas nécessairement eu trop l'occasion de jouer ensemble cette saison. Mais voilà, pareil, très très bon passeur, alors un peu moins bon dans les duels au sol, mais meilleur dans les airs. Franchement, voilà, avec ces trois-là, Palacios, Wirtz et Xhaka, t'as vraiment un des tout meilleurs milieux en Europe. Et en plus, du coup, d'avoir sûrement les deux meilleurs pistons offensifs. Attention, pas nécessairement meilleurs latéraux, comme on l'entend souvent, selon moi. Mais voilà, comme vous le voyez ici avec le profil de Grimaldo, c'est très clairement le très haut du panier au niveau de l'impact dans le dernier tiers, sans pour autant être très percutant, très bon dribbleur. Mais voilà, on voit qu'il va aussi pas mal tenter de tacle, mais que ça reste un peu léger sur les duels défensifs. Même chose pour son compère Jérémy Frimpong, qui pour le coup est plus percutant, mais nettement moins bon défensivement. Par contre, c'est pareil. Dans le dernier geste, voilà, ça rigole absolument pas. C'est très très violent. Cette saison, c'est 10 buts, 9 passes décisives pour Frimpong, 11 buts, 12 passes décisives pour Grimaldo, donc clairement plus décisif que bon nombre d'ailiers. Je voulais quand même terminer avec un petit clin d'œil pour Boniface et Adli, qui ont un rapport temps de jeu et contribution décisive très intéressant. 16 buts, 9 passes et 7 buts, 9 passes en 1699 et 1389 minutes. Voilà, fallait le souligner parce que c'est vraiment bon. Passons à présent au PSV, et là on va le voir, c'est encore un niveau au-dessus en termes de domination du championnat. 80 buts marqués, 13 encaissés, juste ça c'est déjà démentiel en soi. Quand on regarde le radar, ils sont premiers partout, sauf en long ballon, mais bon, encore une fois c'est une question de style de jeu. Les buts marqués, la norme est limite à 4 buts par match, quand c'est pas 5 ou 6. Et quand on va dans les stats avancées, top 5 dans toutes les statistiques offensives, top 3 dans tous les styles de création d'occasion. Le danger peut venir de partout, de n'importe quelle manière. On le voit, c'est assez délirant. Franchement, il laisse que des miettes à la concurrence cette saison. Pour la construction du jeu, un peu comme Leverkusen, il y a peu de jeux longs. Et pour les passes en avant, dans le camp adverse, voilà, c'est forcément un peu plus complexe. Mais sur les combinaisons et le total de passes, c'est top. Et pour le pressing, là encore, voilà, on est sur la référence dans le championnat. Les gars sont premiers ou deuxièmes partout. Et pour la solidité défensive, on change pas une équipe qui gagne. Même tarif, premier ou deuxième, voilà, on a l'impression d'avoir le boss de fin dans un jeu. L'équipe sans faiblesse. C'est presque choquant, une telle domination. Pour les présentations individuelles, comment ne pas parler de Joey Veerman. J'insiste avec lui, le milieu central, voilà, vous le savez. J'ai déjà fait une vidéo sur lui, je l'adore. Selon moi, c'est le ou l'un des 5 meilleurs passeurs en Europe. Et ça se voit dans les passes pour faire progresser le jeu, pour créer des différences offensives, pour créer des occasions. C'est l'élite à son poste. Et en plus de ça, voilà, il est assez bon dans les duels au global. On est clairement sur un monstre, un très très bon joueur. Et dites-vous qu'il est à 5 buts et 14 passes décisives en plus de ça. Ensuite, je voulais vraiment parler de Malik Tillman, prêté par le Bayern. Alors, il a joué 1358 minutes, donc c'est pas immense. Il faut un peu nuancer forcément le rapport statistique en conséquence. Mais mine de rien, avec peu de temps de jeu, c'est 6 buts et 7 passes décisives, c'est excellent. Puis regardez-moi ce profil voilà, de box-to-box, élite en attaque, dans la percussion et aussi très présent dans l'activité défensive. Donc voilà, côté Bayern, ils vont récupérer un sacré joueur, je pense. Et j'ai hâte de suivre son évolution personnellement. On passe à l'ailier droit, Johan Bakayoko. Donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les ailiers à suivre. 8 buts
et 12 passes décisives avec assez peu de déchets. C'est vraiment notable, hein. Comme je l'avais expliqué, c'est plutôt rare pour un jeune ailier. Puis voilà, très percutant, donc faudrait jouer un peu plus de duels défensifs, mais en tout cas, très très gros prospect qui, je pense, est suivi par pas mal de clubs en Europe. Ils ont aussi de bons défenseurs centraux, et j'ai voulu mettre en avant le taulier André Ramalho, 32 ans, le Brésilien. Bon, ça commet des fautes, hein, mais c'est solide au duel, c'est très bon à la relance. Son coéquipier, Olivier Boscagli, ressort un peu mieux encore avec ballon, mais nettement moins quand même dans les duels. Et voilà, Ramalho a un bon équilibre global en soi, c'est plutôt un bon joueur. Pour le dernier, même pas besoin de graphiques statistiques. Le Terminator hollandais parle avec les buts. Leur avant-centre Luc de Jong, c'est 31 buts, dont 7 pénaltys, mais surtout 14 buts de la tête. Il est assez injouable dans ce domaine. C'est vraiment son terrain. Ça fait un moment, hein, qu'il est très fort là-dedans. Et c'est fou d'ailleurs parce que dans ce championnat, bah, De Jong, c'est souvent du 20 buts par saison. Puis c'est limite le flop total à chaque fois qu'il est parti dans d'autres clubs européens. C'est un gars qui est vraiment fait pour jouer, je crois, en terre hollandaise. Et comme quoi, le contexte joue pas mal, hein, dans les performances des joueurs. Bon, je pourrais mettre en avant, voilà, aussi Serginho Dest qui fait une belle saison, Ismaël Saïbari, ou même Walter Benitez en soi. Mais bon, voilà, au global, il y a beaucoup de qualité dans l'effectif. Bon, maintenant, est-ce que les équipes vont rester invaincues en championnat? Forcément, c'est dur à dire. C'est vrai que le football est assez dur avec les belles épopées. On pense à celle de l'Ajax en Ligue des Champions. Les belles histoires comme ça, on a souvent envie d'y croire jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait une défaite contre le dernier du championnat qui arrive comme ça, un peu de nulle part, tu comprends pas vraiment ce qui t'arrive. En tout cas, des deux côtés, il reste 3 matchs face aux équipes du top 6, que là je vous ai entouré en rouge. Donc voilà, ça sera forcément décisif, mais comme je le disais avant, les défaites, je trouve qu'elles arrivent souvent quand tu t'y attends pas. Donc on verra bien, même si je le souhaite évidemment de tout cœur. Voilà pour moi l'équipe, c'était sympa de parler de ces deux belles équipes, de ces deux monstres. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez envoyer un petit like, un partage, un abonnement pour donner de la force. Proposez-moi aussi si vous voulez des équipes pour les prochaines vidéos, si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt l'équipe.